Bon, bien, bonjour tout le monde. Donc, on va démarrer. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit point sur des pathologies virales. Donc, c'est un peu difficile de tout couvrir en un cours. Donc, j'essaye euh, de passer un ou deux messages avec juste deux exemples choisis de pathologies virales, donc qui sont dans les pathologies aiguës. Okay, donc l'une va être le virus de la grippe, l'autre ce sera la poliomyélite. Donc avant de passer aux exemples spécifiques, donc je vais commencer par un rappel des généralités que j'avais fait en cours en L2. Et pour la grippe et pour la poliomyélite, une des choses qui sera importante à comprendre, c'est un peu le concept d'un sérotype viral, parce que c'est quelque chose qui va être très très important pour comprendre la récurrence des épidémies grippales d'année en année et de temps en temps des grandes épidémies mondiales. Les autres choses un petit peu importantes, c'est que pour bien comprendre ce qui se passe, on aura besoin ou vous aurez besoin de vous souvenir un petit peu de la virologie fondamentale sur ces deux virus. Et notamment, ce qui va être important pour le virus de la grippe, c'est un petit peu la structure de son enveloppe, le rôle des glycoprotéines enveloppe sur ce virus et sa nature de génome en ARN segmenté. Ça va être important. Pour le virus de la poliomyélite, bon, on va pour la virologie fondamentale, sont importants pour comprendre le problématique posée par des vaccins atténués. Oui, donc ça c'est un peu le programme. Donc on va reprendre depuis un peu le début pour les infections virales chez l'homme, et c'est aussi vrai pour les infections chez n'importe quelle espèce animale. Donc, comme pour toute pathologie transmissible, le virus a besoin d'une voie d'entrée chez l'hôte. Et la plupart du temps, les virus vont s'attaquer aux muqueuses, qu'elles soient intestinales, respiratoires ou génitales. Et évidemment, ça c'est donc la voie d'entrée va déterminer le site initial de la pathologie. Et la peau relativement peu perméable au virus parce que la peau est constituée de kératinocytes mortes et n'importe quel virus a besoin d'infecter une cellule vivante. Donc les couches externes de la peau ne sont pas des sites vraiment qui permettent une infection virale. Donc si on a une infection cutanée, la plupart du temps, c'est transmis par une piqûre d'un arthropode, insecte ou de tique. Donc fièvre jaune, dengue, diverses fièvres et encéphalites que l'on peut attraper si on se balade dans la forêt en sandales. On peut se faire piquer par des tiques et avoir des fièvres et encéphalites avec des noms un peu bizarres. Quelques rares exceptions d'entrée directe au niveau de la peau, ce sont des papillomavirus, des verrues plantaires ou certains poxvirus. Par exemple, des maladies enfantines où on voit des sortes de lésions sur la peau des enfants, ce sont des poxvirus qu'on peut attraper facilement, puis après ça se résorbe tout à fait sans problème. Notre possibilité de transmission, c'est par voie sanguine. Donc, évidemment, chaque fois que l'on va transmettre le sang d'une personne à une autre, on peut transmettre les maladies qui sont présentes dans ce sang. Donc, le VIH, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C. Une autre
voie de transmission de virus, c'est les greffes d'organes. Et ça peut transmettre bon, les herpesvirus ou les polyomavirus. Et en fait, ici, là, qu'est-ce qu'on remarque pour ça? Donc, ce sont des virus qui sont persistants dans les deux cas. Les virus qui ont une voie de transmission sanguine. Donc, soit des virus qui provoquent des infections chroniques, VIH, virus de l'hépatite B ou virus de l'hépatite C. Ce sont des infections chroniques avec une production en continu du virus présent dans le sang. Et du coup, bon, bah, on peut le transmettre facilement par le sang. Les infections à herpesvirus, cytomégalovirus ou le virus Epstein-Barr, sont des infections persistantes mais latentes. Donc il n'y a pas une charge virale détectable dans le sang la plupart du temps, mais il reste des cellules infectées de façon latente dans les tissus. Donc si on greffe le tissu chez un receveur, bah, le virus, l'infection virale peut se redémarrer. Et dernière voie de transmission, souvent oubliée, mais c'est un mode majeur de transmission pour certains virus, transmission mère-enfant. Donc, c'est d'ailleurs le mode majeur de transmission du virus de l'hépatite B, très important pour la transmission du VIH, pas tellement en France, mais en Afrique, c'est vraiment important. Donc, transmission mère-enfant, ça peut vouloir dire différentes choses. In utero, donc ça c'est une possibilité, pendant l'accouchement et aussi par l'allaitement. Le VIH peut être transmis par l'allaitement. Donc, très important de définir les modes de transmission pour n'importe quelle maladie transmissible, parce que le mode de transmission va déterminer la stratégie de prévention qui sera efficace. Okay? Donc, et aussi, bon, pour n'importe quelle nouvelle infection qui surgit, comme par exemple l'infection par le virus Ebola, c'était une infection extrêmement pathogène et pour lequel il n'existait pas de vaccin ni de traitement. Donc pour contrôler l'épidémie, toute la stratégie est basée sur l'interruption des chaînes de transmission. Et donc pour le faire efficacement, il faut absolument connaître les modes de transmission. Donc pour le virus Ebola, une des questions qu'il fallait absolument résoudre, c'est est-ce qu'il y a une transmission par voie aérienne, oui ou non, pour cette infection. Ok. Donc, voie de transmission. Une fois que le virus arrive dans le corps, on a deux déroulements des infections. Donc, on a soit des infections qui restent localisées, c'est-à-dire que le site de réplication du virus reste limité au site initial de l'infection. Et dans ce cas-là, on n'a pas de viramie sanguine et on a une période d'incubation courte. Donc la période d'incubation de l'infection virale, c'est le temps entre la transmission de l'infection et l'apparition des symptômes. Et on peut l'estimer parce que si on a un contact avec une personne porteur de l'infection qui est connue dans le temps, et l'apparition de symptômes X jours plus tard, c'est comme ça qu'on peut connaître la période d'incubation. Parce qu'on peut savoir que l'initiation de l'infection était lors du contact avec la personne précédente dans la chaîne de transmission. Donc on peut l'estimer pour pas mal d'infections virales. Et donc le virus va arriver sur le site d'infection, il va se répliquer localement et il provoque des symptômes localement. C'est ça qui fait qu'on a une période d'incubation courte. Donc rhinovirus, les rhinopharyngites, rotavirus, les gastroentérites d'origine virale. Donc on a une infection localisée, symptômes sur le site de l'infection. Papillomavirus, okay, les verrues plantaires, les
lésions dans le code de l'utérus, par exemple, les lésions aussi anogénitales sont des infections qui restent localisées. Côté de ça, on a des infections généralisées. Donc cette fois-ci, l'organe cible, c'est-à-dire l'organe qui va être lié aux symptômes, est distant du site de l'infection. Et pour passer du site de l'infection à l'organe cible, le virus doit passer par le sang. Donc on a toujours une phase de virémie. Et pour que le virus arrive à l'organe cible, cela prend un peu plus de temps. Donc on a des phases de réplication locale qui sont asymptomatiques, souvent, une phase de virémie, et ensuite l'organe cible est touché, et c'est là où on a le déclenchement de symptômes qui permettent de diagnostiquer la maladie. Donc ça prend du temps. Donc on a une période d'incubation plus longue, 3 semaines, ou pratiquement 1 mois de temps en temps. Alors, des exemples de ça. Virus d'hépatite A, donc site initial de l'infection, c'est l'intestin. Donc, on attrape en mangeant des aliments contaminés. L'organe cible, le foie. La rougeole, site d'initiation de l'infection, c'est la muqueuse respiratoire. Donc, on attrape par voie aérienne. Les symptômes, bon, ça va être les lésions cutanées. Et évidemment, le virus passe d'un site à l'autre via le sang. Varicelle, c'est un peu le même schéma. Virus Epstein-Barr, transmission via les muqueuses orales souvent, et c'est les lymphocytes B qui sont la cible. Donc, on a une sorte de, comment on appelle ça? On cherche le virus Epstein-Barr, c'est pas le mot en français que je cherche. On a les ganglions tout enflés, on a la fièvre. C'est pathologie du jeune adulte. Souvent encore. Hein? Oui, c'est ça, mononucléose infectieuse. Okay, donc, c'est une maladie du système lymphatique, donc c'est un organe distinct du site d'infection. VIH, muqueuse génitale, c'est le site de l'infection. Pareil, ce sont les lymphocytes dans le système lymphocytaire qui sont le site de l'infection, qui sont la cible. Donc, infection localisée, généralisée. Ensuite, on a aussi des infections qui peuvent être ponctuelles ou persistantes. Donc, et les infections ponctuelles, on a des infections qui sont bénignes, où on a une pic de réplication virale qui est souvent accompagnée ou souvent suivie par des symptômes. Donc, fièvre, malaise, fatigue, ça c'est lié au déclenchement de la réponse immune innée. Les interférons, IL-1, bêta, IL-6, qui vont induire l'état fébrile, la réponse immune cellulaire, puis après, on élimine l'infection virale et on va bien. Donc ça, c'est dans la majorité des cas, le virus hépatite A, il y a une résolution sans séquelles, adénovirus, rhinovirus, les rhumes, les rhinopharyngites d'origine virale, c'est dans ce cas-là. À l'autre extrême, on peut avoir des infections ponctuelles, aiguës, qui deviennent de plus en plus sévères, avec des symptômes qui s'aggravent pendant l'infection, et puis on est mort. Et donc ça, c'est le cas pour les infections virales hautement pathogènes, la rage, tout le monde qui se présente avec des symptômes neurologiques, déjà, si vous allez mourir. Virus Ebola, on a eu un taux de mortalité supérieur à 50. Non, je crois que c'était dans les 30% pour la grande épidémie qui est en Afrique de l'Ouest il y a 2 ans. Donc, néanmoins, très très grave. Et entre les deux, on a une variété de résultats. Donc on a des infections virales qui sont pas aussi sévères que les infections hautement pathogènes, mais qui néanmoins vont tuer une certaine proportion des personnes qui attrapent le virus.
D'autres types d'infections, ce sont des infections persistantes. Et chez les infections persistantes, on a des infections latentes. Et dans ce cas-là, le début de l'infection, ça commence comme une infection aiguë, c'est-à-dire on a une pique de réplication virale, des symptômes, et ensuite, d'apparence, une disparition, une résolution de l'infection, le virus n'est plus détectable, pas de symptômes, pas de virus détectable, mais en fait, il persiste sous forme latente quelque part dans le corps. Et de temps en temps, le virus latent peut être réactivé et redémarrer une réplication active, reprovoquer des symptômes. Donc ça, c'est le propre des herpès virus, c'est leur grande spécialité. Et donc, les infections à herpès virus peuvent rester sous forme latente pendant des décennies, pendant la vie de la personne qui était infectée. Alors, de l'autre côté, on a des infections chroniques. Et ici, après l'infection initiale, l'infection aiguë, on a une résolution, une diminution des symptômes, mais sans vraiment éliminer le virus. Donc il y a toujours une réplication active du virus pendant une infection chronique. Et le résultat de ça, c'est que bon, bah, les symptômes vont jamais disparaître complètement. Et donc on va avoir une tendance à avoir des symptômes qui s'aggravent au fur et à mesure que l'infection chronique progresse. Alors là, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C et le VIH sont des infections chroniques. Donc la durée des infections chroniques et le temps de l'infection primaire jusqu'à la mort, c'est variable selon l'infection. Donc pour le VIH, l'infection non traitée par les antirétroviraux, on a un temps médian de, pour entrer dans la phase SIDA de 7 ans. Entre l'infection et une SIDA déclarée. Et ensuite, pareil, si on n'est pas soigné, on a une espérance de vie relativement raccourcie. Virus de l'hépatite C, c'est une maladie qui va se développer, une hépatite C chronique, c'est quelque chose qui va se développer sur plusieurs décennies. Et ce qui fait que pour initier un traitement antiviral, c'est beaucoup moins pressé, on est beaucoup moins pressé. Donc pour l'hépatite C chronique, si même une hépatite C chronique non traitée, on a peut-être une chance sur 2 d'être tué par son hépatite C et une chance sur 2 d'être tué par autre chose, parce que la progression est longue. Ok. Donc, pour les infections aiguës, relativement bénignes, bon, on ne va pas traiter des infections persistantes, chroniques ou latentes aujourd'hui, parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Donc pour le reste du cours, je vais me concentrer uniquement sur les infections aiguës. Et il y a deux questions qui intéressent à peu près tout le monde, je crois, mais c'est pour les infections aiguës, c'est pourquoi il y en a qui sont extrêmement sévères et d'autres qui sont bénignes. Et deuxième question, comment se fait-il que pour les infections aiguës, il en existe pour lesquelles on peut être infecté une fois dans la vie, puis après on est immune, et d'autres infections aiguës que l'on peut rattraper à répétition. Alors, donc on va faire un petit peu d'immunologie juste de base là sur les infections virales aiguës. Donc, comme je disais, on a un pic de réplication qui est suivi par des symptômes, et les symptômes coïncident vraiment avec la mise en place de réponses immunes cellulaires. Donc, on a la réponse interféron, on a les lymphocytes NK, les CTL qui sont activés, l'état fébrile, le malaise et tout ça, ce sont des effets secondaires de la mise en place de la réponse immune. Et souvent, quand on a des infections qui sont très hautement pathogènes, c'est lié au fait que le système immunitaire ne se réveille pas assez rapidement.
Donc on a une sorte de retard dans la réponse et c'est ça qui fait que le virus finit par être plus dangereux. Donc on a donc la réponse immune cellulaire qui c'est vraiment ça qui va contrôler l'infection. Donc les lymphocytes NK ou les lymphocytes T cytotoxiques vont éliminer les cellules infectées et contrôler l'infection. Et plus tardivement, peut-être un mois après l'infection, souvent quand le virus est déjà parti, on a la séroconversion, donc on développe des anticorps spécifiques au virus. Et c'est ça qui va permettre la protection à long terme contre l'infection virale. Parce que les CTL, les cytokines, tout ça, ça va durer pendant un temps court. Mais la présence des anticorps, ça va durer des années ou des décennies. Et donc, ça c'est important pour comprendre comment se fait-il que l'on a quelques infections aiguës que l'on attrape une fois dans la vie et ensuite on est immunisé. C'était vrai pour le variole, poliomyélite, rougeole, orion, varicelle, virus hépatite A. Et d'autres virus que l'on peut attraper plusieurs fois. Donc, les adénovirus, les rhinovirus, donc, qui peuvent provoquer les rhumes d'origine virale et le virus de la grippe, on peut les attraper plusieurs fois dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun pour tous ces virus-là? Vous ne savez peut-être pas. Peut-être un peu moins pour le virus de l'hépatite A. On dispose de quoi contre tous ces virus-là quand on n'a pas pour ce virus ici? Ouais. Okay, donc on a au variole, ok, ça n'existe plus, le virus a été éradiqué. Pour tous les autres, on dispose de vaccins efficaces. Virus de l'hépatite A, un peu moins. Donc, et ça c'est lié au fait que pour ces infections ponctuelles, on a un sérotype du virus ou un nombre limité. Et donc pour le poliomyélite, on a 3 sérotypes distincts. Pour les infections récurrentes, bon, pour les adénovirus, peut-être 47 sérotypes distincts. Pour les rhinovirus, plus d'une centaine. Pour le virus de la grippe, c'est un peu plus compliqué. Et on fera le point sur la grippe tout à l'heure. Donc, globalement, on a 2 sérogroupes qui infectent l'être humain, mais au sein des sérogroupes, on n'a pas vraiment de bonne neutralisation à large spectre. Un spectre large. Donc, ce qui fait qu'on a un vaccin contre le virus de la grippe saisonnière, mais qui n'est pas super efficace. Donc, quelqu'un a dit sérotype tout à l'heure. Tout le monde comprend ce que c'est qu'un sérotype ou pas? Est-ce que... Bon, je vais faire comme si la réponse était non. Okay. Globalement, sérotype pour... D'ailleurs, c'est quelque chose qui s'applique à n'importe quel agent infectieux. On peut avoir différents sérotypes bactériennes. Qui sont, donc le sérotypage, c'est un outil d'identification au niveau intra-espèce en bactériologie. Dans ce cas-là, on définit le sérotypage par la fixation de l'anticorps sur l'antigène microbien. Mais pour ce qui va être important pour la virologie et les infections virales, ce n'est pas les sérotypes juste basés sur la fixation qui va être important, ça va être le sérotype neutralisant. Et donc, la neutralisation pour une infection virale, c'est quelque chose qu'on peut tester expérimentalement. Donc, on prend un sérum, qui est quelqu'un qui était infecté par le virus en question. On prépare l'édition en série, dans une plaque 96, puis on rajoute une dose fixe de virus dans tous les plis.
Donc on met à incuber pendant quelques jours, une semaine, et ensuite on regarde où est-ce qu'on a les prix avec un effet cytopathogène. Donc quand notre sérum est très concentré, bah, les anticorps dans le sérum bloquent l'infection. Donc on a 6 puits sur 6 sans infection. Quand notre sérum est très dilué, les anticorps sont trop dilués et donc l'infection virale n'est pas bloquée. Et donc ce que l'on fait, donc on mesure le pourcentage des puits avec un ECP et on définit la dilution de sérum qui bloque 50% des infections. Donc ici on a une dilution de 1 sur 40 qui bloque 50% des infections, dont notre titre neutralisant dans le sérum, c'est 1 sur 40. Et donc, plus qu'on va par là, plus notre sérum est fortement neutralisant. Alors, si on a deux souches virales de la même espèce de virus, okay, on peut tester la neutralisation d'un seul sérum contre les deux souches virales. Donc cette fois-ci, on prend le même sérum, on démarre notre manip de neutralisation avec deux souches de la même espèce de virus, virus A et virus B. Dans un cas, le sérum neutralise le virus 1. Dans l'autre cas, quelle que soit la dilution du sérum, bah, le virus arrive à infecter les cellules. Donc le virus B n'est pas neutralisé par le sérum. Donc on a deux sérotypes neutralisants distincts. Donc quand on parle de sérotypes de virus de la poliomyélite ou de rhinovirus, ce sont des sérotypes neutralisants. Alors, comment font les anticorps pour neutraliser un virus, pour bloquer l'infection? Donc, le grand exemple, le premier exemple connu, c'était le rhinovirus. Donc, capside des rhinovirus, ok, c'est un picornavirus, capside icosahédrique non enveloppé, composé, donc ça c'est en 3D, donc ça c'est les pentamères de VP1, et puis VP2 et VP3 forment ces structures triangulaires. Et on a une sorte de canyon, une dépression qui sont entre VP1, VP2 et VP3. Donc ce que l'on peut faire, c'est incuber la particule virale avec le domaine externe de son récepteur, qui est l'ICAM1. Et du coup, on peut visualiser le site de fixation du virus sur son récepteur. Donc en mauve, ici, ça c'est les deux domaines immunoglobulines du récepteur ICAM1 qui vont donc se fixer ici à la base de VP1 avec une contribution de VP2 et VP3 et qui se fixent donc sur ce site-là dans la canyon sur la surface de la partie virale. Donc, les anticorps neutralisants, si on fait la même chose, on incube la particule virale avec des anticorps neutralisants, on voit qu'en fait, les anticorps vont se fixer sur le même site et du coup, ils bloquent l'attachement du virus sur son récepteur. Donc, quand le virus est recouvert, quand la particule est recouverte de ces anticorps-là, bon, ben, il ne peut plus interagir avec son récepteur, donc l'étape initiale de l'infection est bloquée. Et finalement, ici, on voit en mauve les chaînes latérales des acides aminés qui interagissent avec l'anticorps neutralisant. Et en fait, on comprend un petit peu comment se fait-il qu'il y a tant de sérotypes de rhinovirus distincts. Parce que les acides aminés qui interagissent avec le récepteur se retrouvent ici, dans cette poche-là. Et donc, le virus peut très bien muter les acides aminés à la surface qui vont interagir avec l'anticorps. Donc, en fait, ils vont s'échapper à la neutralisation, mais ils maintiennent la possibilité, ils gardent la capacité de se fixer sur le récepteur. Parce qu'en fait, cette structure-là, dans la poche de fixation sur le récepteur, est conservée. Et on peut aussi comprendre un petit peu ça par les tailles respectives du récepteur, l'ICAM1, et les immunoglobulines.
Donc l'ICAM1, c'est un membre de la superfamille des immunoglobulines. Donc on a 1, 2, 3 domaines extracellulaires IG, et on a un domaine qui va s'insérer dans la poche ici. En anticorps, on a chaîne lourde, chaîne légère, donc c'est 2 fois plus gros. Okay, donc c'est en combat, il ne peut pas aller s'attacher vraiment au fond de la poche. Il doit interagir avec des acides aminés qui sont un petit peu sur la crête là. Et donc c'est très facile pour le virus de muter des acides aminés ici, et ils vont échapper aux anticorps, mais ils restent assez constantes sur les parties qui vont vraiment fixer le récepteur. Ok. Alors, pour les anticorps neutralisants, allez, vous allez m'en prendre ces petites questions-là. Pour le B, c'est une question un peu piège. Il faut réfléchir un petit peu. Je ne vais pas le raconter, mais je vous invite à réfléchir sur la question B. C'est bon pour tout le monde? Okay. Donc, A, qui dit oui? Quelqu'un qui dit non? La réponse correcte est non. Les capsides des virus nus et des virus enveloppés. Virus nu, on est comme ça. Virus enveloppé, on est comme ça. La capside n'est pas accessible aux anticorps chez un virus enveloppé. Donc, les anticorps neutralisants vont se fixer sur des glycoprotéines d'enveloppe chez les virus enveloppés. B, qui dit oui? Qui dit non? Personne. Mais la bonne réponse est non, donc je vais vous demander de réfléchir pourquoi. C'est 1 sur 100 000. C'est un fort titre d'anticorps neutralisants. Qui dit oui? Qui dit non? Ouais, la plupart, ça ne vous intéresse pas, mais pourtant, c'est important de comprendre ces trucs-là. La bonne réponse est oui, ok? Comme j'avais dit, okay, plus on dilue le sérum, s'il est encore actif, à une forte dilution, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'anticorps neutralisants dans le non dilué. Donc un titre, plus le titre est fort, si en 1 sur 10, c'est pas fort, 1 sur 1000, c'est fort, 1 sur 100 000, c'est très fort. Ça marche comme ça, cette échelle. Donc, souvent, on va les exprimer, on inverse le log 10, les titres neutralisants. Et des anticorps neutralisants se développent une semaine après le début de l'infection. Qui dit oui? Qui dit non? Des défauts d'attention. Séroconversion, souvent, c'est 3 semaines à 1 mois après le début de l'infection. Hein. On n'a pas une séroconversion en 1 semaine. C'est trop rapide, ça. Et si on songe un petit peu à son immunologie fondamentale, initialement, on va avoir quoi? Les IgM, donc les anticorps qui n'ont pas maturé. Ok, ça va fonctionner. Mais ensuite, pour avoir des IgG, fort titre, très forte affinité, ça c'est plus tard. Okay. Donc peut-être j'aurais pu dire les anticorps neutralisants IgG. Ça c'est plus tard. Donc on peut avoir des IgM avant. Ok, B là, quelqu'un peut me donner une idée pourquoi le B c'est faux?
Ok, faites une vraie pause là. Tout le monde vous parlez entre vous. Et ensuite, je vais interroger les groupuscules. Et quelqu'un doit m'expliquer pourquoi B c'est faux. En appliquant vos connaissances en virologie fondamentale. Ok, les groupuscules là-bas, là. Est-ce que vous avez une idée? Groupuscule au milieu, là? Groupuscule derrière? Groupuscule ici? Non, ok. Dans la phrase. Doit empêcher la fixation. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre mécanisme qui existe. C'est ça que ça veut dire. Donc si je dis que c'est faux, ça veut dire qu'il y a des anticorps neutralisants qui ont un autre mode d'action. Ok? Est-ce que ça vous aide, ça? Qu'est-ce que réfléchissez au cycle de l'application virale. Attachement, ensuite quoi? Entrée. Qu'est-ce qui déclenche l'entrée d'un virus dans une cellule? Hein? Des fois oui, des fois non. Des fois il y a autre chose. Quel mécanisme d'entrée de virus enveloppé? Fusion membranaire. La fusion membranaire, ça dépend de quoi? Hmm? Oui, glycoprotéine enveloppe, mais c'est des domaines de fusion qui vont perturber la membrane cellulaire quelque part. Donc, et l'activation de ces domaines de fusion, des fois, ça dépend de l'interaction avec le récepteur, mais des fois, ça dépend d'autre chose. Co-récepteur, acidification. Mais si on a un anticorps qui va se fixer sur les domaines de fusion et qui les bloque, qui les empêche de bouger, on bloque l'étape ultérieure. Okay, donc le virus peut s'attacher, mais il ne pourra pas rentrer parce que les domaines de fusion sont bloqués. Okay. Donc c'était un peu la réponse ici. Là. Donc, les anticorps, donc on peut avoir des anticorps qui bloquent les interactions protéines d'attachement récepteur, mais ce n'est pas le seul mécanisme. Donc soit on peut bloquer un co-récepteur. Tout le monde a oublié que ça existait. Et néanmoins, c'est un mécanisme d'entrée très important. Attachement sur récepteur. Ensuite, c'est l'interaction avec le co-récepteur qui entraîne l'entrée. Et si on bloque le déploiement des domaines de fusion, c'est aussi un mécanisme de neutralisation. Alors, très important, la réponse neutralisante, très important parce que c'est ça qui
confère la mémoire immunitaire. Okay, parce qu'on a des anticorps qui vont persister à long terme, surtout aux muqueuses et les IgA. Et donc, si on a des anticorps en muqueuse, on peut empêcher les premiers sites d'attachement et l'infection du virus. Donc, on a une immunité dite stérilisante, c'est-à-dire que le virus n'est pas capable d'infecter une seule cellule dans le corps. Et c'est ça l'objectif de beaucoup de vaccins. Évidemment, des fois, cette mémoire immunitaire n'est pas maintenue pour la vie. Il faut avoir des rappels pour certains vaccins. Ok, et dernière chose, tous les anticorps ne sont pas neutralisants. Okay, donc on peut avoir un test positif en ELISA, et en fait, le taux d'anticorps neutralisants est relativement faible. Et ça, c'est un peu le problème pour les tentatives de vaccination, comme par exemple le VIH. On peut vacciner avec le GP120, c'est un format. On a un taux d'anticorps par ELISA qui est bien, mais en activité neutralisante contre les souches primaires du virus, ça ne marche pas. Ok, donc on va se souvenir bien de ce que c'est que la neutralisation, et on va réfléchir à la grippe un petit peu. Donc la grippe saisonnière. Je trouve que le pic est passé en France, donc ça y est, on est bon pour encore une année. Alors, jour 0, on est infecté aux muqueuses respiratoires, donc voie respiratoire supérieure. À 48 heures, 72 heures après l'infection, on a des symptômes de l'infection aiguë, fièvre, fatigue, myalgie, maux de tête. Pas forcément une rhinite, okay, c'est pas vraiment ça la grippe. C'est cette association forte fièvre, fatigue, myalgie. Et des fois la toux, mais pas toujours. Donc, si vous avez ça, vous pouvez avoir des symptômes qui persistent 3 à 5 jours. Vous allez prendre du paracétamol et espérer que ça se passe bien. Si on a une mauvaise grippe, on peut se sentir un petit peu fatigué pendant 2 semaines ou plus. Et on peut avoir des problèmes qui compliquent ce tableau. On peut avoir une surinfection bactérienne qui va compliquer les choses. On peut aussi avoir l'infection virale elle-même qui devient plus sévère. Donc avec une atteinte des voies aériennes inférieures, donc pneumonie virale. Question de surinfection bactérienne, très intéressante ça, parce qu'on se rend compte qu'en fait les bactéries comme le streptocoque ou le Neisseria meningitidis, le méningocoque, répondent à l'état fébrile de la personne infectée. Donc, ces bactéries-là peuvent devenir plus violentes en réponse à la fièvre. Donc, ça explique un petit peu pourquoi une infection par la grippe qui va induire en forte fièvre peut entraîner une surinfection bactérienne qui peut être très méchante. Donc ça, c'est un truc intéressant en soi parce que le contrôle de l'expression des gènes de violence chez certaines bactéries, c'est modifié en quelque part par la température. Alors, donc, grippe saisonnière. Donc, un tiers, la moitié des infections peut être asymptomatiques chez le jeune adulte bien portant. Mais les personnes qui sont le plus susceptibles sont les personnes âgées et les jeunes enfants. Et surtout les gens qui ont des facteurs de risque, d'autres pathologies. Donc des gens qui ont des maladies respiratoires cardiaques chroniques ou qui suivent un traitement immunosuppresseur pour notre raison. Des enfants, des jeunes enfants qui sont asthmatiques, des choses comme ça. Donc, chez les personnes à risque, on peut avoir des pathologies plus sévères, détresse respiratoire, et qui peut entraîner la mort jusqu'à
bon an, mal an, ça c'est fort. 0%, c'est vraiment une très mauvaise année pour les grippes saisonnières. Mais ça peut être un cas sur 10 000, quelque chose comme ça. C'est pas inconnu. Donc la grippe saisonnière, tous les ans, c'est un risque sanitaire important, et mondial d'ailleurs. Et donc, un des problèmes pour ça, ce sont les infections asymptomatiques, et le personnel de soins ou les personnes qui sont en contact avec les personnes susceptibles. Parce que vous pouvez être infecté et même pas le savoir. Donc vous n'avez pas la possibilité de rester chez vous, prendre 2 jours de congé maladie. Vous êtes bien, quoi. Mais vous pouvez transmettre l'infection à quelqu'un de susceptible. Et donc c'est pour ça que les campagnes de vaccination chez le personnel de soins, tout ça, c'est très très important. Dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite et des choses comme ça. Alors, sur le plan virologique, les souches qui circulent actuellement, on a les 2 types virus de l'influenza type A et type B qui circulent, et chez le type A, 2 sérotypes distincts, H1N1 et H3N2. Donc le vaccin contre la grippe saisonnière contient 2 souches de type A et une souche de type B. Alors, pour la neutralisation, les cibles sont les glycoprotéines d'enveloppe. Donc pour le virus de la grippe, on a l'hémagglutinine et la néuraminidase. Donc l'hémagglutinine, c'est le glycoprotéine d'attachement. Donc HA1, c'est la tête globulaire, et HA2, c'est la tige qui est responsable de la fusion. Et ce sont des anticorps anti-hémagglutinine qui neutralisent le virus. Donc les anti-néuraminidase, on s'en fiche un petit peu. Alors, les sérotypes H1, H2, H3, etc., c'est plutôt des sérogroupes chez le virus de la grippe. Donc, pour illustrer ça, donc je vous invite à imaginer qu'on a isolé tout un tas de souches virales, A, B, C, D, etc., et on a récupéré une série de sérums de différentes personnes ou différents animaux infectés de façon expérimentale. Donc, le premier sérum, il va pouvoir neutraliser les souches A et B. Notre deuxième sérum est capable de neutraliser les souches B, C et D. Troisième sérum neutralise les souches D, E et F. Aucun de ces sérums ne neutralise les souches virales G à K. De l'autre côté, on a une autre série de sérums. Bon, ce sérum-là, il neutralise aucune des souches virales de A à F, mais le sérum est capable de neutraliser les souches G, H et I. Notre sérum rouge, là, neutralise H, I, G et J. Et le dernier sérum orange neutralise les souches IgK. Et donc, on va dire que toutes ces souches-là sont du même sérotype, et toutes ces souches ici sont du même sérotype, parce que les spectres de neutralisation se chevauchent entre les sérums. Okay. Mais ça veut dire qu'un sérum qui neutralise des souches de sérotype H1 ne sera pas forcément capable de neutraliser toutes les souches de ce même sérotype. Okay. Et c'est pour ça que l'on peut se faire réinfecter d'année en année par un virus de la grippe de souche H3 ou de sérotype H3. Alors sur le plan moléculaire, comment se fait-il? Donc ça c'est structure 3D d'un monomère HA0, HA1. Donc la tête globulaire est ici, et puis là on a le domaine de fusion HA2, HA1, HA2. Donc le site de fixation sur l'acide sialique est là, et les différentes couleurs ici, ce sont des sites de fixation des anticorps neutralisants. Donc on a une situation un peu semblable à ce qu'on a vu pour les rhinovirus, c'est-à-dire que le virus, il peut très bien modifier toutes ces acides aminés en couleur là, et en fait, il restera toujours capable de se fixer sur son récepteur. Donc le virus, il peut muter, échapper aux anticorps, mais il reste infecté. Donc les acides aminés qui sont impliqués dans la fixation des anticorps peuvent muter sans modifier la fixation sur le récepteur. Alors,
pourquoi ça change dans le temps? Alors ici, c'est une manip chez l'animal, qui démontre un petit peu la sélection des différentes variantes de hémagglutinine dans le temps. Alors, ce que l'on fait ici, on prend une collection de souches virus de la grippe H3N2 qui ont été isolées à différents temps. Donc là, c'est l'année d'isolement, 1968, 72, jusqu'en 97. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va infecter un furet avec la souche de ce virus, et on va tester le sérum de l'animal contre les différentes souches. Donc ici, ce sont des sérums chez les animaux infectés par les différentes souches du virus. Donc, si on infecte un furet avec la souche 1968, bah, il développe des anticorps neutralisants contre cette souche, mais pas contre les autres souches virales. La souche isolée en 1972, bon, bah, les anticorps neutralisants neutralisent cette souche-là, un petit peu la souche des années précédentes, mais les souches des années subséquentes, rien. Et donc, petit à petit, en fait, on a toujours une forte neutralisation sur la diagonale. Et donc, c'est ça qui explique l'évolution du virus dans le temps. L'évolution des propriétés antigéniques du virus dans le temps, c'est lié aux réponses anticorps, l'immunité qui est dans la population. Donc, en 1968, ça c'est la première année que ce virus a infecté le monde. C'était une pandémie. Donc, avant, tout le monde était susceptible, donc tout le monde était infecté par la souche H3N2 de 1968. Mais 1969, 70, 72, tout le monde, ou une grande partie de la population, avait déjà été infecté. Donc, ils avaient déjà ils possédaient déjà des anticorps neutralisants contre cette souche. Donc, il y a une sélection qui s'opère dans la population virale pour les mutants d'échappement qui permettent d'infecter les hôtes qui, en fait, ont néanmoins des anticorps contre la souche 68, mais pas contre les souches subséquentes. Et ça continue comme ça. Donc, tous les ans, le virus s'adapte à la réponse immune de l'autre, au niveau de la population. Ce n'est pas au niveau individuel, c'est au niveau de la population. Donc, au fur et à mesure que les années passent, bah, la population mondiale génère des anticorps contre les souches de virus qui ont circulé les années passées. Et c'est une sélection permanente des souches qui échappent à ces réponses anticorps. Et la conséquence de ça, c'est que les souches vaccinales doivent être modifiées. Parce que la souche vaccinale qui fonctionnait en 2000 ne fonctionnera plus en 2017. Parce qu'entre-temps, le virus a muté. Et donc, c'est pour ça que, bon an, mal an, on change les souches utilisées pour préparer le vaccin. Puis, c'est le H3N2 qui est le plus variable. Donc, ce mécanisme d'échappement, c'est ce qu'on appelle la dérive antigénique. C'est-à-dire que, bah, petit à petit, au fur et à mesure que le virus infecte différentes hôtes, des mutations dans l'hémagglutinine seront sélectionnées. Alors, ça marche beaucoup pour le virus de la grippe, beaucoup moins pour un virus comme la variole qu'on a réussi à éliminer par la vaccination. Donc, un des éléments, c'est génome en ADN, génome en ARN. Les virus avec un génome en ARN ont un taux de mutation plus élevé. Donc, on génère plus de variantes tout le temps. Donc, dérive antigénique, c'est quand même lié en quelque sorte à la nature génome en ARN du virus. Alors, pour le virus de la grippe, on a aussi le phénomène de substitution antigénique qui arrive quand deux souches très différentes infectent la même cellule. Et on a un réassortiment génétique parce qu'on a un génome segmenté. Donc, les particules virales qui sont libérées par cette cellule-là peuvent intégrer les segments
de ce segment génomique de ce virus et des segments de notre virus. Donc on a un virus mosaïque. Et ça, c'est un problème parce que c'est l'un des phénomènes qui est responsable aux grandes pandémies du virus de la grippe. Ok, donc au XXe siècle, on a eu 1, 2, 3, 4 pandémies grippales. Au XXIe siècle, on avait une nouvelle infection par la grippe en 2009. Et dans la plupart des cas, peut-être pas la plupart des cas, mais en tout cas, pour le H2N2 asiatique et le H3N2 Hong Kong, l'origine, c'est en fait un réassortiment entre un virus de grippe aviaire et un virus de grippe mammifère. Donc, ce qui a fait que les virus pandémiques étaient en fait des mosaïques entre un virus de la grippe qui circulait dans la population humaine et un virus de la grippe aviaire. L'H1N1 espagnol que tout le monde craint, ça c'est un autre mécanisme de transfert, c'est une transmission directe, une adaptation d'une grippe aviaire à l'homme. Donc ces pandémies sont dangereuses ou présentent un risque parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle souche qui arrive dans la population humaine et donc toute la population humaine dans le monde entier est susceptible à cette infection. Donc on peut avoir une vague d'infections grippales qui est beaucoup plus nombreuse que dans le cas des grippes saisonnières et avec des pathogénicités qui peuvent être plus ou moins grandes. Et le grand problème, c'est la grippe espagnole qui a probablement affecté un tiers de la population mondiale sur 1 ou 2 ans. On estime qu'il y a eu 20 à 40 millions de décès à cause de cette infection-là. Donc, c'est un truc qui a tué plus de monde que la Première Guerre mondiale et qui a un impact sur la santé non négligeable. Donc, ça, c'est des vieilles données. Ça, c'est l'espérance de vie aux États-Unis en fonction de l'année de naissance. Donc, de 1900 à 1960, donc on voit que l'espérance de vie augmente, sauf pour ici. Okay, ça, c'est la grippe espagnole. Et une autre particularité de la grippe espagnole, donc ça c'est le taux de mortalité par 1 million d'infections ou par 100 000 infections en fonction de l'âge de la personne infectée. Donc en pointillé, ça c'est la grippe saisonnière. Jeunes enfants et personnes âgées sont plus à risque. Pour la grippe espagnole, on avait une sorte de courbe en forme de W où des jeunes adultes étaient, ma foi, néanmoins susceptibles à la mortalité. Donc il y avait des propriétés un peu particulières. Alors pourquoi cette grippe était si méchante? Donc il y a beaucoup de recherches pour identifier les facteurs de virulence de la grippe espagnole pour expliquer pourquoi elle était si hautement pathogène. Et un des facteurs de virulence, c'est l'hémagglutinine elle-même. Donc ici c'est manip chez l'animal. Souris infectée, donc non infectée, ça c'est une coupe de tissu pulmonaire, donc on voit la structure des alvéoles très propre, très nette, avec des alvéoles qui sont ouvertes, qui laissent l'air entrer. Ça c'est une coupe de poumon d'une souris infectée par une souche de la grippe H1N1 qui infecte la souris. Et ça c'est la même souche où on a remplacé l'hémagglutinine par l'hémagglutinine de la grippe espagnole. Et donc, on voit une pathologie pulmonaire vachement plus intense. Donc, l'hémagglutinine elle-même est un facteur de virulence important. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'ici, ils ont pris des sérums des personnes avec différentes années de naissance. Et en losange noir, c'est le titre neutralisant contre l'hémagglutinine de la grippe espagnole. Les seules personnes qui avaient des titres neutralisants contre cette hémagglutinine-là étaient des personnes nées entre 1900 et 1920. Donc, les personnes très vieilles qui avaient été infectées par la grippe espagnole. C'est une manip qui a été faite en 2004. Donc, ils ont gardé leur mémoire immunitaire 80 ans, ces gens-là. Okay, tout de même assez impressionnant. Mais nous, là, on a la grippe H1N1 qui circule chez la population humaine. On a des anticorps neutralisants contre le H1N1.
mais en fait, ça neutralise que dalle contre la grippe espagnole. Donc, si ce virus échappait du laboratoire, toute la population mondiale était susceptible. Sauf pour quelques... enfin, je pense qu'ils sont probablement morts, ces personnes-là, maintenant, depuis l'étude. Donc, il y a toujours... donc, grippe espagnole a un impact énorme sur la santé mondiale. Et on a toujours peur qu'on voit une autre infection de ce type surgir. Et c'est pour ça qu'on a une surveillance des grippes aviaires et leur transmission oiseaux-hommes. Parce qu'on sait que la grippe aviaire et les autres pandémies du XXe siècle venaient d'une transmission soit de la grippe aviaire chez l'homme, soit d'un réassortiment. Donc, chaque fois qu'il y a une grippe hautement pathogène chez les animaux, on le surveille un petit peu. Donc, la grippe aviaire H5N1 est suivie depuis 2003. Et de temps en temps, il y a des transmissions oiseaux-hommes avec des taux de mortalité très importants. Okay, ici, 44 personnes infectées, 32 morts, presque une centaine infectés, 43 morts. Donc des taux de mortalité de 50%, donc très hautement pathogène. Donc le virus est arrivé en Europe aussi un petit peu, parce que une fois que le virus existe dans les populations d'oiseaux migrateurs, on a des grandes voies d'immigration qui se chevauchent. Donc les oiseaux migrateurs qui portent le virus de grippe aviaire H5N1, ils peuvent monter ici en Sibérie, le transmettre à d'autres espèces d'oiseaux qui vont suivre une autre voie d'immigration et qui vont aller migrer jusqu'en Afrique pendant l'hiver. Et donc ces voies de migration permettent de transmettre le virus de grippe aviaire en Europe et dans des pays comme l'Égypte. Et de temps en temps, on a, donc ça c'est les infections H5N1 chez les oiseaux en 2015, donc des foyers d'infection encore en Asie et pas mal en Égypte, via ces transmissions par des oiseaux migrateurs. Et en termes d'infection humaine, jusqu'en 2016, 856 cas, 450 cas mortels. On arrive un petit peu à la fin là, pour l'H5N1, parce qu'en 2016, seulement 10 cas, 3 morts. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui a circulé chez les oiseaux pendant 12 ans, 13 ans, avec des transmissions à l'homme de temps en temps, mais le virus n'a jamais réussi à se transmettre de façon efficace chez l'homme. Alors, c'est peut-être pas la fin de l'histoire, parce qu'on a un nouveau virus aviaire, qui est le H7N9, qui se transmet, qui sévit un petit peu en Chine. Et donc, j'ai essayé de trouver les dernières stats pour ça. Ok, donc ça c'est nombre de cas grippe H7N9 en Chine. En bleu, c'est le nombre de cas, en rouge, c'est le nombre de morts. Donc ça, c'est 2013, c'est le premier cas. Donc on a un pic en hiver, un pic en hiver 2014, 2015. 2016, on a l'impression que c'est fini. 2017, ces 2 derniers mois, énormément de cas. Et relativement peu de morts. Donc c'est trop tôt pour savoir ce qui va se passer ici. Hein. Donc là, c'est peut-être la nouvelle grippe pandémique qui va frapper le monde entier. Parce que si ces chiffres sont vrais, là, ça peut vouloir dire que voilà, c'est le virus qui s'est adapté un petit peu plus à l'homme, il devient un peu moins pathogène, un peu plus transmissible. Trop tôt pour le savoir. Okay, vraiment. Donc c'est à suivre. Là, la H7N9, qu'est-ce qui va se passer? Et donc il y a un petit peu de confusion sur les chiffres en ce moment-là. Ok, donc on a 15 minutes seulement, donc je vais essayer de finir. Infection avec une pathogénicité accrue et qui c'est lié à une transmission animal-homme, une zoonose. Et quand on regarde bien, c'est souvent le cas que les infections fortement pathogènes chez l'homme soient d'origine animale, en fait. Donc le grand classique, c'est la rage. C'est pas un virus qui circule dans la population humaine du tout. Il circule chez le chien, mais le vrai réservoir naturel, c'est chez la chauve-souris.
virus Ebola ou les autres filovirus, on pense que le réservoir, pareil, c'est les chauves-souris. VIH, c'est une transmission animal-homme. Le virus de chimpanzé qui se transmet à l'homme et en fait est fortement pathogène. Si vous êtes non traité, vous allez être tué dans probablement 99% des cas. Ok, mais une dizaine, une quinzaine d'années d'intervalle après l'infection. Le SRAS, c'est toujours le cas. Donc, on a l'impression que les virus fortement pathogènes viennent toujours d'un réservoir animal. Et il y a un truc bizarre, c'est toujours les chauves-souris. Comment se fait-il que qu'est-ce qu'il y a chez les chauves-souris? Donc, il y a différentes théories pour essayer d'expliquer comment se fait-il que les virus hautement pathogènes circulent chez les chauves-souris. Donc, une des idées, c'est qu'on a une sorte d'isolement homme-chauve-souris et que les virus qui circulent chez les chauves-souris ont coévolué avec l'autre et donc la chauve-souris devient résistante au virus, mais que le virus arrive à infecter un être humain, il y a une sorte de décalage entre le virus et l'autre qui fait que, bon, ben, on est moins résistant. Donc ça, c'est une idée, une sorte d'idée de coévolution. Une autre idée, c'est que, bon, quand on regarde, pendant l'hiver, souvent les chauves-souris vont hiberner et on a l'idée que physiologiquement, peut-être les chauves-souris peuvent supporter une infection hautement pathogène parce que pendant cette période-là, leur métabolisme est ralenti et du coup, bon, ben, les infections pathogènes vont être moins graves pour elles que pour l'être humain. Mais un autre truc, c'est un argument épidémiologique, c'est que quand on regarde les colonies de chauves-souris dans les caves, la population est de très grande taille. Donc on peut avoir plus de 100 000 individus dans la même cave, dans la même population. Et ce qui veut dire que la population est assez grande pour supporter la circulation d'un virus qui est hautement pathogène. Donc le virus, il va se transmettre, il va infecter tout le monde, toutes les chauves-souris dans la colonie. Et normalement, sur une petite population, un virus pathogène, il va faire un tour d'infection chez tout le monde, ensuite il ne trouve plus personne à infecter. Mais sur une grande population de 100 000 individus ou plus, bah, il fait le tour de toute la population, et à la fin, bon, il y a une nouvelle génération qui est née. Donc il y a des nouveaux-nés des chauves-souris qui peuvent être réinfectés, qui sont susceptibles. Donc, ou jeunes adultes qui n'ont plus des anticorps maternels. Et donc, c'est la taille de la population qui permet de maintenir en circulation un virus hautement pathogène. Et d'ailleurs, quand on regarde chez des chauves-souris, il y en a plein qui portent la rage, mais en fait, c'est lié à une pathogénicité, même dans l'hôte naturel. Ok, on a 10 minutes, un petit peu pour... Donc, cette histoire, transmission aux zoonoses, haute pathogénicité, en gros, c'est assez vrai. Beaucoup moins vrai pour les animaux domestiques. Chien, cheval, mouton, machin, tout ça, il n'y a pas de pathogène viral de transmission mouton-homme. Mais c'est peut-être une coévolution en proximité, on est avec eux pendant longtemps, donc peut-être la sélection ou la coévolution a déjà eu lieu. Ceci dit, virus de la grippe aviaire, c'est tout souvent lié aux transmissions canard, porc, homme. Et ça, c'est lié aux conditions d'élevage des animaux et la proximité des humains avec des animaux d'élevage. Donc ça, c'est le cas où on a un risque de transmission des animaux d'élevage. Ok, poliomyélite, notre exemple pour finir. Ok, infection aiguë. 95% des infections vont être asymptomatiques. Donc c'est voie de transmission fécale orale. Donc c'est l'épithélium intestinal qui sont infectés, mais l'infection aiguë à l'intestin est asymptomatique. On n'a pas de gastroentérite entérique. Mais néanmoins, on a une sécrétion des particules virales dans les selles. Donc les personnes avec une infection asymptomatique sont fortement infectieuses. Alors, 4 à 8% des cas, symptômes mineurs, fièvre, malaise, ça correspond à une infection généralisée avec virémie. Donc, dans une minorité de cas, le virus passe dans le sang.
Et c'est ça qui va permettre neurotropisme, passage dans le cerveau. Donc, phase méningitique, maux de tête, fièvre, vomissement, raideur de la nuque. Et donc, à peu près, ok, probablement dans la plupart des cas, c'est au maximum un cas sur 200, un cas sur 2000, selon le sérotype. Paralysie flasque. Donc, on va avoir une paralysie flasque des membres inférieurs qui a tendance à remonter dans le corps. Décès, 5 à 10% des personnes paralysées, et séquelles permanentes pour le reste. Alors ça, c'est le tableau clinique. Mais fort heureusement pour nous, on a des vaccins très efficaces qui sont composés des 3 sérotypes différents du virus. Les 2 types de vaccins sont le vaccin antipoliomyélitique injectable et oral. Donc le vaccin injectable, c'est un virus inactivé. Donc on cultive le virus, on l'inactive chimiquement et on le donne par voie injectable. Donc puisque c'est une injection, il faut professionnel de santé pour effectuer la vaccination. Du coup, c'est très très sécure parce que le virus est totalement inactivé. Donc en fait, le vaccin lui-même ne peut pas provoquer une maladie. Et on peut le combiner avec d'autres vaccins. Tout le monde ici a eu des pentacoques où le vaccin antipoliomyélitique est combiné avec d'autres. Alors, vaccin antipoliomyélitique oral. Donc ça, ce sont des souches atténuées qui sont administrées par voie orale. Donc les virus de la souche vaccinale vont infecter les cellules de l'intestin et induire une immunité muqueuse. Avantage, c'est moins cher à préparer et à administrer, mais le problème, c'est que la souche vaccinale peut réacquérir une pathogénicité. Et du coup, les personnes vaccinées, les enfants qui reçoivent le vaccin, peuvent sécréter du virus pathogène qui peut être transmis aux personnes non vaccinées dans l'entourage. Alors, comment est-ce possible? Parce que on a pu identifier les mutations précises dans le génome qui sont responsables de l'atténuation du virus, ce qui le rend moins pathogène. Okay. Donc, on a les 3 différents sérotypes, SABA 1, 2, 3 et 3, et on a pu identifier les mutations qui rendaient les souches vaccinales non nocives. Et où est-ce qu'on va les retrouver? Dans les protéines de capside. Donc la capside devient moins stable et l'interaction avec le récepteur est moins forte. Donc la capside devient moins stable. Et sinon, les mutations dans l'IRES. Donc la traduction des protéines est moins efficace. Et la réversion, c'est un danger parce que pour le sérotype 2, il faut juste que le virus mute 2 nucléotides dans son génome, il redevient virulent. Pour le sérotype 3, 1, 2, 3 mutations seulement. Donc la réversion génétique, très très facile. Et c'est un virus ARN avec une réplication, avec un taux de mutation élevé. Donc il peut avoir une réversion facilement. La barrière génétique ici, pour redevenir pathogène, est très très faible. Et donc ça c'est un problème, surtout pour le sérotype 2, parce que le sérotype 2 sauvage n'existe plus, mais la souche sérotype 2 dérivée du vaccin, ça existe. Et ça provoque des cas de poliomyélite. Alors, on va finir par l'éradication. Où est-ce que ça en est? Donc, on a des vaccins efficaces et on n'a aucun cas de poliomyélite en Europe, ni en Amérique du Nord, ni en Amérique du Sud. Donc, avec un peu d'organisation, on a la possibilité de éradiquer ce virus, et du coup, plus personne qui aura besoin d'être vacciné et plus personne qui sera infecté. Donc, initialement, l'OMS a programmé l'éradication mondiale pour 2005, il y a 12 ans déjà. Et en 2000, on pensait qu'on allait vraiment y arriver, au moins pour le continent africain.
en 2000-2001. Donc là, c'est ici sur les cartes là, chaque triangle, c'est un cas de poliomyélite. Ok. Ah non, c'est pas ça, c'est même pas ça. Ok. Le rouge, c'est le virus détecté quelque part, les triangles, et les points rouges, les cercles rouges, c'est les vrais cas de poliomyélite sauvage. Okay, ça, c'est les cercles rouges ici. Donc en 99, pratiquement rien, mais quand même le virus est détectable encore. Et quelques cas isolés en Égypte, où est-ce qu'on est là? Oui, c'est ça, l'Égypte et Soudan. Mais très très peu. Donc on est presque à l'élimination du virus du continent africain. Et ici, 2002, 2001, beaucoup de cas. Ici, le triangle rouge, c'est les souches sauvages sérotype 1. Dans le nord du Nigeria, pareil, en 2002, nord du Nigeria, beaucoup de cas. Pratiquement rien dans tout le reste du continent africain. Et puis après, 2003, d'autres cas dans tout l'est d'Afrique, de l'ouest d'Afrique, à partir de ce foyer dans le nord de Nigeria. Et du coup, depuis, on n'a pas réussi à éliminer le virus. Donc ça, c'est 2012, 2013, avec des cas en Somalie, quelques cas en Syrie à cause évidemment de la guerre civile, et en Nigeria. Et aussi frontière Pakistan-Afghanistan. L'Inde, pendant ce temps-là, a réussi à éradiquer le virus. Il n'y a aucune transmission du virus de la poliomyélite pour la première fois de l'histoire. C'était, je crois, en 2013. Donc, ça, c'est la situation en 2014. 2015, on est pareil, presque totalement, le continent africain, presque totalement indemne. Mais en 2016, 2 cas de poliomyélite encore en Nigeria. Donc, alors, allez, on va finir ça. Oui, voilà. On a 2 minutes pour répondre à ces questions-là. Ouais, allez, on va ça. Alors, virus de poliomyélite n'affecte que l'espèce humaine, qui dit oui? J'ai rien dit, donc vous pouvez pas le savoir. Mais alors pensez oui, et c'est pour ça qu'on peut l'éradiquer par la vaccination. Ce n'est pas le cas pour la grippe. La grippe, il circule chez les animaux, chez les oiseaux, tout ça. Donc on n'arrivera jamais à éradiquer ce virus. Le poliomyélite, oui, c'est spécifique à l'homme, donc on peut l'éradiquer. Okay, donc ça c'était important, mais effectivement je ne l'avais pas dit. B, les 3 sérotypes sauvages sont toujours en circulation. Qui dit oui? Qui dit non? Non, le sérotype 2 a été éradiqué, la souche sauvage. Mais la seule souche sérotype 2 qui existe, c'est dérivé du vaccin. Le vaccin contre la poliomyélite, un complot occidental pour contrôler la population africaine pakistanaise. Qui dit oui? Ben, c'est pour ça qu'il y a ces problèmes dans les campagnes de vaccination. Il y a des gens qui disent ça. Et donc, ils ont convaincu les gens de refuser la vaccination. Pour ça. Et c'est ça le grand problème. L'OPV peut provoquer des cas de poliomyélite dans l'entourage de la personne vaccinée. Qui dit oui? Oui, c'est vrai. Okay. Donc voilà, dernier point sur ça. Donc le vrai problème, c'est cette résistance contre la vaccination par une idée vraiment fixe que tout ça, c'est un complot. Boko Haram, les talibans, ils disent ça. Et puis ils assassinent, ils vont même tuer les vaccinateurs. Donc c'est un métier très très dangereux. Et au Pakistan, pour faire avancer un petit peu le projet d'éradiquer ce virus, les vaccinateurs doivent aller sous garde armée dans certaines zones. Ok,
Donc, ça, c'est un peu le résumé pour aujourd'hui. Il est 9h20, tout le monde doit être ailleurs dans 10 minutes, y compris moi. Donc, je vais être là. Donc, la semaine prochaine, c'est jeudi, 5h pour Bios des plantes.